quotidien du premier RHC de Phalsbourg, un régiment d'aviation légère armée de terre, une émission spéciale à l'occasion des 40 ans du premier RHC de Phalsbourg, à vivre en direct en vol et au sol malgré les conditions météo un petit peu difficiles, et c'est à vivre tout de suite sur France 3. Et me voilà au sol ici au camp Laori. Merci au commandant Jean-Mathieu pour ce tour en Tigre. Vous l'avez compris, l'un des fleurons des hélicoptères de combat. Des séquences en immersion et en direct, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. On va vous faire vraiment découvrir de l'intérieur ce camp du premier régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Je vais aller rejoindre nos invités sur notre plateau central. Le temps pour moi de quitter ma combinaison de pilote et reprendre mes habits civils. Je vais passer tout de suite la parole à Claire qui est déjà au cœur de la manifestation. En effet, Thierry, bonjour à tous. Alors, vous le voyez, moi aussi, je suis dans un hélicoptère, un Caïman, toute dernière génération. Et je suis aux côtés des familles qui sont venues ce samedi, invitées pour l'occasion, pour découvrir, elles aussi, le matériel, les missions de ces militaires qui travaillent ici au régiment. Il y a plus d'1 millier de personnes qui travaillent ici. La dernière fois qu'il y avait des portes ouvertes, c'était il y a 3 ans. Alors c'est un moment important pour les familles. Beaucoup d'animations sont prévues pour elles. Nous irons tout à l'heure découvrir le stand de recrutement, le simulateur où s'entraînent les pilotes. Mais je crois que vous êtes changés, que vous êtes prêts pour nous en dire plus sur le cœur de métier du régiment. Merci Claire, en effet j'ai pu rejoindre le plateau central, vous le voyez j'ai repris mes vêtements civils, j'ai pu me recoiffer très vite fait, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bonjour mon colonel, vous êtes le colonel Fautrovassel, vous commandez donc ce régiment, merci tout d'abord de nous accueillir. Vous êtes militaire forcément mon colonel, donc j'allais dire sérieux, mais ce week-end c'est forcément la fête donc plus détendue. Oui, bonjour Thierry. Effectivement, nous sommes militaires, sérieux. Effectivement, c'est la fête. C'est un anniversaire de 40 ans. Et ça n'est pas incompatible. C'est-à-dire que nous avons l'intention de vivre un moment vraiment heureux, de cohésion, de joie. Mais nous nous sommes organisés pour faire ça de façon très sérieuse et permettre au public et aux familles de vivre cet événement dans des conditions de sécurité optimales. Votre patronne, c'est Sainte-Clotilde, vous me l'avez dit il y a un instant. On va l'invoquer pour que le temps reste à peu près clément, c'est-à-dire sans pluie. Oui, je crois qu'à ce stade, c'est bien la plus intelligente des choses à faire. Alors, un mot simplement pour présenter le premier RHC. Je voudrais simplement qu'on parle de la devise de ce régiment qui est Primus Primorum, premier parmi les premiers. Ça veut dire quoi? Que vous êtes meilleur que les autres ici? Non, nous n'avons pas cette prétention-là. Nous sommes effectivement le premier parmi les premiers. C'est le fruit de l'héritage et des traditions qui nous ont été léguées. Simplement, comme dans une série de chiffres, il y en a un qui est en tête. Voilà, le premier RHC et le premier des régiments d'hélicoptères de combat dans l'ordre. En tout cas, mon colonel, ce que nous allons découvrir, c'est que votre régiment est un régiment de dernière génération, à la pointe. C'est l'occasion de montrer ce que vous ne voyez peut-être jamais, et notamment des hélicoptères en action, en démonstration. Et aujourd'hui, pour cela, je vous le disais tout à l'heure, 2 de nos journalistes vont être embarqués dans le Tigre et dans le Caïman en direct pour vous faire vivre de l'intérieur bien des exercices très complets. On va rejoindre nos 2 journalistes, Charlie Boudet et Jean-Pierre Petit-Colas. Charlie, vous allez bientôt embarquer. Dites-moi simplement, comment vous vous sentez?
Eh bien Thierry, j'appréhende un tout petit peu car dans quelques minutes je vais monter à bord de cet appareil, un Caïman. Je vais participer à 2 exercices. Le premier exercice, je serai sur une corde sous l'hélico alors que l'hélico est en vol. Et le second, je me retrouverai en situation de victime pour participer à une opération de sauvetage. Une victime qui est prise au piège par exemple autour d'un feu. Alors je vais aller me préparer dans quelques minutes, mais la préparation a déjà commencé tôt ce matin. J'ai dû passer une visite médicale. On a réalisé sur moi un électrocardiogramme pour vérifier que je suis en bonne santé, car ce que je vais vivre, c'est assez intense et c'est ce que vivent nos forces françaises lorsqu'elles sont sur un théâtre d'opération à l'étranger, par exemple. Moi, je vais me préparer, à tout à l'heure. Et moi Thierry, vous voyez, je suis à côté du Tigre, un moment exceptionnel que nous allons vous faire vivre à bord, en vol, avec le pilote, le colonel Xavier. Un privilège rare qui nous est accordé, celui de pouvoir vous présenter en vol cet hélicoptère de combat, le Fleuron de l'armée de terre. Alors vous voyez le pilote installé devant, moi je suis derrière dans un cockpit qui ressemble un peu au cockpit d'un Mirage. Il y a beaucoup de boutons d'instrumentation, on m'a donné qu'une seule consigne, ne touchez à rien. Thierry, je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes, mais cette fois-ci en vol, à bord du Tigre. Eh bien, bon vol Jean-Pierre, bon vol à Charlie que nous retrouverons évidemment tout au long de cette heure. Nous sommes en 1 heure ensemble pour vous faire découvrir, vous l'aurez compris, en immersion ce régiment. Mon colonel, une question qui peut paraître peut-être un peu naïve, mais que l'on entend souvent. Pourquoi les hélicoptères ne font pas partie de l'armée de l'air et sont intégrés à l'armée de terre? C'est vrai que ça peut surprendre, mais les hélicoptères que nous sommes appartiennent effectivement à l'armée de terre. Nous sommes viscéralement attachés à l'armée de terre parce que nous appartenons à... Notre finalité, c'est de combattre au sein des forces terrestres. Dans la manœuvre aéroterrestre, nous partons du sol, nous rejoignons les forces terrestres qui sont au contact. Et c'est avec elles que nous manœuvrons dans des opérations que nous concevons avec elles. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de nous intégrer à la 3e dimension et à l'action des avions, par exemple. Alors justement, nous allons voir que vous êtes sur plusieurs théâtres d'opération et notamment avec un reportage exceptionnel. Une équipe de France Télévisions a pu suivre vos soldats, votre régiment au Mali où vous avez un détachement. L'occasion de voir quel est le quotidien de vos soldats en OPEX, en opération extérieure, sur la base de Gao. Le reportage de Dorothée Oli-Erxi, Patrick Demulle et Karim Annette. Regardez. Pilotes, mécaniciens, pompiers ou contrôleurs aériens, pour les hommes et les femmes du 1er régiment d'hélicoptères de combat, c'est footing ce matin à Gao. Il est 6 heures, ils profitent de la fraîcheur toute relative, il fait déjà 30 degrés. Cela fait des semaines qu'ils sont déployés sur ce théâtre d'opération malien, en OPEX, en opération extérieure. Les moments où on est tous ensemble sont assez peu nombreux. On a tous nos spécialités. On est souvent éclatés sur plusieurs endroits. Et donc c'est important de temps en temps de ménager des moments où on se rappelle tous qu'on appartient à la même unité, à la même force. Chacun rejoint son poste. Des missions se préparent. Pour les pilotes d'hélicoptères, ça commence toujours par un briefing. Bonjour à tous, aujourd'hui Mission Brief. Donc la zone, vous la connaissez, le nord-est de Gao. C'est ici que nous avons reçu pour mission de déposer les FAMA et nos amis GCM. Ce jour-là, 2 Pumas embarquent des soldats des FAMA, les forces armées maliennes. Accompagnés par les Français du groupement des commandos montagne, ils vont rejoindre une zone en plein désert, connue pour être empruntée par les djihadistes. Après un check-fire, un tir d'entraînement, c'est l'arrivée. On avance! Les militaires descendent rapidement, rotor tournant. Les hélicoptères ne doivent pas rester plus de quelques minutes au sol pour ne pas être pris pour cible. Il faut qu'il soit caché, qu'il se place sur la butte pour avoir des vues, mais lui, il ne faut pas qu'il soit vu. La mission, traquer les GAT, les groupes armés terroristes. Et ça passe par des contrôles, des fouilles, des interrogatoires. Négatif, ils ne sont pas armés, mais les armes sont dans le village, parler. Pour les FAMA, c'est OK. Après 4 heures sur place, à plus de 40 degrés,
les commandos sont récupérés par les hélicoptères du 1er RHC. Un vol tactique au ras du sol. Nous sommes de retour sur la base de Gao. Les conditions climatiques mettent à mal les aéronefs. Sous le hangar, les mécaniciens s'activent. Est-ce que j'ai de la marge à droite avec la cloison? Il faut changer le moteur de ce NH90, le Caïman, un hélicoptère de dernière génération. Sergent, la partie la plus délicate de l'opération, de la mise en place, est terminée? Non, pas encore, non. Tout est ajusté en fait, donc on est obligé de faire au mieux pour rien casser. Et c'est pas toujours évident. Pour le sergent Rémy, c'est la deuxième mission à l'étranger. Une petite pensée pour Phalsbourg? Bah bien sûr, hein. Bon, après on pense à eux tout le temps, parce que bon, ils nous envoient des petits messages et tout ça, mais bon, bah, j'espère qu'ils travaillent aussi bien que nous ici, hein, parce que nous on fait les efforts, donc il n'y a pas de raison en tout cas. Des moments de répit, il y en a aussi. Pour eux, c'est un badminton au pied du Tigre. La plupart des militaires dorment sous des tentes, protégés d'éventuels tirs par des sacs de sable. Ici, c'est le QG des pompiers du 1er RHC. Les conditions de vie sont rustiques, mais chacun apporte sa petite touche pour rendre plus agréable ce qu'ils appellent la zone vie. Pour la décoration, c'est le bricolage et les clins d'œil au pays. Un dépaysement bien vécu par les jeunes recrues. C'est une aventure, après c'est une belle aventure humaine. C'est là qu'on met vraiment en application ce qu'on apprend en France et c'est pourquoi on a fait ce métier au fait. De partir, de voir d'autres pays, d'autres horizons. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc à demain matin au Mât des Couleurs à 6 h. Plus de 1500 militaires français sont actuellement déployés au Mali. La mission dure en moyenne 4 mois. Ces militaires sont en alerte 24 heures sur 24 au nom de la lutte contre le terrorisme. Voilà donc pour une opération suivie au Mali, le 1er RHC. Mon colonel, évidemment ce sont des moments forts, j'imagine, dans la vie d'un soldat. Vous êtes préparé pour ça, c'est un moment que vous attendez? Oui, certainement. Je crois que c'est pour tout le monde un moment que nous attendons avec impatience. C'est la finalité. C'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et effectivement, c'est une forme de consécration de notre activité. Alors on va voir comment les familles ressentent la projection d'un père, d'un mari, d'un proche. Claire, je crois que vous êtes auprès de familles, c'est l'occasion de voir effectivement quand un proche part quelques mois en opération extérieure, eh bien comment on vit, comment on reste en contact avec la famille. Claire. Alors en effet Thierry, je me trouve avec deux grands garçons. Il s'agit de Louis, 24 ans, et d'Antoine, 20 ans. Ce sont les fils du colonel. Alors sur ce plateau, j'imagine que vous les connaissez. Expliquez-moi comment ça se passe quand on est fils de militaires comme ça. Comment ça se passe quand ils partent pour de longs mois? Bon, déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est sûrement plus facile aujourd'hui qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années parce que nous, aujourd'hui, on a toutes les technologies à notre disposition pour pouvoir continuer à parler malgré la distance. Je pense à des applications comme Skype et des choses comme ça. Et au-delà de ça, on a toujours été soutenus, on a toujours la maman qui est là. Nous, on essaie de prendre un peu le relais aussi pour que la maison continue à tourner quand le papa n'est pas là. Et puis, on fait ce qu'on peut. Et quand vous étiez petit, tout petit? Quand on était petit, une anecdote dont je vous ai fait part tout à l'heure, effectivement, je me rappelle d'une fois, c'est mon père qui m'en a parlé, il est rentré de Yougoslavie, je devais avoir 3 ou 4 ans, et apparemment, au moment où il est rentré, je ne l'aurais pas reconnu, je me suis caché sous la table, et donc ça lui a fait une drôle d'impression, mais après c'est vite passé. Hein. C'est vrai qu'à cet âge-là, on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais. Merci en tout cas pour vos réponses. Et bien, nous, on va continuer à attendre les démonstrations, les simulations de vol. Alors merci Claire, on vous retrouve évidemment tout à l'heure. Les démonstrations, eh bien je vous en parlais tout à l'heure, des démonstrations en immersion avec nos journalistes embarqués qui vont vivre donc un premier exercice qu'on appelle un exercice dans le jargon militaire OPINT. Mon colonel, vous pouvez expliquer en quelques mots ce que ça signifie ?
Oui, c'est très simple. OPINT pour opération intérieure. Ce sont les engagements que nous effectuons sur le territoire national dans le cadre de la sauvegarde terrestre ou d'autres engagements de protection de la population. Alors la démonstration à laquelle nous allons assister et dont nos deux journalistes vont être acteurs aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. On en profite encore pour vous remercier. Alors c'est un exercice de neutralisation d'ennemis. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer ? Alors là, on doit être plutôt dans le cadre des opérations extérieures. Effectivement, c'est le quotidien de ce que nous vivons, par exemple au Mali aujourd'hui. Nous faisons face à un adversaire dont nous allons recueillir un certain nombre de renseignements pour pouvoir aller au contact et nous battre contre lui pour effectivement le neutraliser, le capturer, parfois le détruire. C'est la guerre. Alors justement, c'est ce qu'on voit à l'image, donc cette interception avec les hélicoptères. Alors effectivement, on voit une gazelle, hein, mon colonel, hein, vous me dites, et ensuite là c'est un tigre. Alors justement, j'ai à mes côtés le lieutenant Florian, vous êtes pilote de tigre. Alors justement, vous pouvez nous expliquer, alors comme quand on est pilote de tigre, c'est quelque chose de particulier parce qu'on a pu voir tout à l'heure que le pilotage, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on ressent quand on est pilote ? Donc bonjour, effectivement ce qu'on ressent quand on est pilote de tigre, et je pense pilote en règle générale, c'est déjà beaucoup de sensations puisque le vol en hélicoptère c'est un vol réel en 3e dimension et également aussi de la fierté d'être sur des hélicoptères de nouvelle génération. Alors le tigre, simplement un mot pour préciser, on est avec un tigre HAD, on va préciser dans le jargon militaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous avez deux versions du Tigre, une première version HAP, hélicoptère d'appui de protection, et une deuxième, donc HAD, hélicoptère d'attaque et de destruction. Ici à Phalsbourg, nous avons la dernière version, qui est la version HAD. Alors on voit à l'image, effectivement, le premier hélitreuillage. Mon colonel, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on est en train de voir exactement ? Alors là, vous avez un hélicoptère Caïman, donc de manœuvre et d'assaut, qui pratique effectivement une dépose par corde lisse, c'est-à-dire que ne pouvant pas poser au sol pour des raisons d'obstacles ou de végétation ou autre, eh bien, il met à terre les hommes qui sont en soute par ce biais-là. Alors là, évidemment, c'est un exercice, hein, mon colonel, mais ce sont évidemment des situations que vous rencontrez sur les théâtres d'opérations extérieures, notamment au Mali où vous étiez. Hein. Absolument, ce sont les pratiques que nous avons en opération sur une base quasiment quotidienne, sinon hebdomadaire. Nous nous servons de ces techniques avec des troupes spécialement entraînées, en revanche, car elles nécessitent effectivement des savoir-faire bien drillés. Alors Charlie, je crois que vous m'entendez. Charlie, dites-nous où vous êtes. Vous êtes au sol, Charlie ? Eh bien écoutez Thierry, on vient de se poser à l'instant, je viens de descendre du Caïman, je suis avec les commandos qui sont juste derrière moi. Eux ils assurent les arrières, on a volé quelques minutes autour dans la campagne. C'est un environnement sonore qui est très impressionnant. Tous les militaires sont très concentrés, ils étaient très sereins dans l'hélicoptère. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est la précision des gestes. Ils connaissent tout par cœur, tout est très précis dans le détail. Ils se comprennent avec des regards. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sent un esprit d'équipe dans l'hélicoptère et sur le sol. Il y a juste à se regarder et ils peuvent savoir, ils peuvent faire passer un message. Donc là on attend que les autres hélicoptères arrivent et on va se diriger, je vais rester avec eux, on va se diriger vers le point d'extraction où on va partir en aérocordage sous la forme d'une grappe. Alors la grappe, merci Charlie. Bon courage pour la grappe parce qu'on va expliquer ce que c'est que la grappe. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer, mon colonel. Oui, c'est très simple. La grappe, ça consiste à récupérer ces hommes qui sont au sol sans poser l'hélicoptère. Donc de la même manière qu'on les a déposés par corde lisse, on leur tend une corde finalement sur laquelle ils vont pouvoir s'accrocher et être enlevés dans les airs sans avoir besoin de faire descendre l'hélicoptère jusqu'au sol. Alors j'imagine que les sensations, hein, il faut être vraiment, alors Charlie en parlait, les sensations, l'entraînement, la cohésion, ce sont les valeurs que vous incarnez évidemment ici à l'armée. C'est beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement, ce sont effectivement des valeurs que nous entretenons. Tant il est vrai que la technologie apporte énormément,
Mais la cohésion est une dimension essentielle de notre force. Alors un mot, je m'adresse au pilote de Tigre. Mais le Tigre, c'est un appareil dit de dernière génération. Qu'est-ce qu'il a de plus finalement que la Gazelle, l'appareil d'ancienne génération? C'est vraiment différent? La grosse différence réside dans le fait que le système d'armes a vraiment été intégré à l'hélicoptère. Voilà, vous avez une réponse et une polyvalence dans l'armement qui est réelle. On a donc le canon, on a 2 types de missiles et on a également des roquettes et on peut également mettre des réservoirs de kérosène supplémentaires. Donc c'est un bond en avant dans les hélicoptères d'attaque par rapport aux hélicoptères d'ancienne génération. Alors on voit toujours à l'image cette opération qui se poursuit avec les 2 hélicoptères, le Caïman et le Tigre, la Gazelle également. Mon colonel, forcément aujourd'hui ces hélicoptères agissent forcément tous ensemble, s'il y a toujours une cohésion où chacun a vraiment une tâche, une mission bien définie? Eh bien je vous dirais à la fois les deux, Thierry. C'est-à-dire que les hélicoptères agissent effectivement ensemble, ils ont des missions spécifiques, des missions de reconnaissance et d'attaque, des missions de manœuvre et d'assaut qui sont différentes, mais c'est ensemble qu'ils deviennent forts et surtout c'est intégré à la manœuvre des forces terrestres, donc à la fois les soldats au sol, les soldats d'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie, c'est tous ensemble que nous devenons effectivement un outil de combat redoutable. Alors là évidemment donc c'est des tableaux que vous avez répétés pour cette journée particulière. Je le répète donc c'est à la veille d'une journée porte ouverte ici sur le camp Lahouri. Combien faut-il de temps pour faire cette, j'allais dire une chorégraphie, c'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas pour préparer ce ballet aérien? Alors je vous dirais qu'on ne part pas de zéro, puisque effectivement ce que vous voyez là c'est notre cœur de métier, c'est ce pourquoi nous nous entraînons toute l'année. Néanmoins pour une manifestation comme celle-ci et comme celle de demain, nous allons répéter, je dirais, pendant la semaine qui précède, l'ensemble des figures. Tout d'abord au simulateur et puis ensuite en réel. Alors là on voit Charlie à l'image, je pense qu'il va commencer effectivement ce que nous appelons tout à l'heure, ce que nous vous expliquions, c'est-à-dire la grappe. C'est très délicat, c'est très rapide, vous voyez les hommes en quelques minutes sont attachés. Voilà, on vient de m'attacher. Voilà, on me dit de m'écarter. Voilà, je dois prendre la même position que les militaires, être bien détaché. L'hélicoptère, il va nous tirer dans quelques secondes. Il va falloir faire attention à ce que la corde ne sorte pas dans les pieds. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. Voilà, le militaire qui se trouve devant vient me donner l'ordre de remonter les hommes. Et tout doucement, l'hélicoptère va monter et va nous emmener un par un sous la forme d'une grave. Voilà, hop, j'ai besoin de rien faire. Voilà, hop, ça y est, je suis. C'est très. On pourrait penser que c'est violent, mais en fait c'est très très doux. Et vous voyez, sous la forme d'une grappe, on s'élève dans les airs. Voilà, je fais un signe à mon collègue militaire là qui est juste à côté, collègue du jour, que tout va bien. Et là voilà, on s'élève dans les airs. Et donc on va partir, les hommes ont pu être extraits. Dans le scénario, l'hélicoptère ne pouvait pas se poser à cet endroit-là. Eh bien c'était le seul moyen, la seule façon d'extraire les hommes. Et là voilà, on s'en va, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est vraiment extraordinaire. On voit vraiment des images exceptionnelles et je vous le rappelle, ça se passe en direct en ce moment même avec notre journaliste Charlie Boudet qui n'a vraiment pas froid aux yeux et qui nous fait partager ces moments incroyables. La grappe, ils montent à combien d'altitude, mon colonel? Ils sont à combien là? Ben, je vous dirais qu'ils sont juste assez hauts pour éviter que la grappe heurte les obstacles, mais sinon nous avons intérêt à rester le plus bas possible. Oui. Et là, Charlie Boudet disait c'est assez tranquille finalement. On a l'impression que c'est simple, mais en fait ça demande quand même pas mal d'entraînement. Là, Charlie est prise en charge évidemment par vos hommes, par vos soldats. Alors cette technique particulière de la grappe, elle est faite pour pouvoir enlever quelqu'un qui n'est pas du tout entraîné par ce biais-là. En revanche, il faut effectivement qu'autour de lui, les équipiers soient entraînés. L'intérêt de la grappe, c'est vraiment l'extraction très très rapide pour vos soldats. C'est ça. Pour un pilote d'hélicoptère, donc avoir cette responsabilité, alors vous êtes pilote de Tigre, alors c'est plus sur un Caïman, sur un Puma, mais j'imagine on a la responsabilité de l'équipage avec.
Tout à fait, et même en tant que pilote Tigre, la responsabilité c'est également d'escorter. Vous avez pu le voir, les Tigres assuraient la sécurisation extérieure et intérieure du dispositif, du module d'extraction. Effectivement, en tant que pilote, on a quand même, et de pilote Tigre plus précisément, on a la responsabilité de la sécurité de la manœuvre qui se déroule, puisque les hélicoptères de manœuvre, eux, sont quand même focalisés sur leurs procédures. Nous, sur les nôtres, on a 2 rôles qui sont différents au sein de la patrouille, mais indissociables. Merci. Alors, je précise simplement, évidemment, on a vu Charlie Boudet qui est élitroyer, qui est en grappe, mais Jean-Pierre, on va essayer de le retrouver un petit peu plus tard. Il est, lui, à bord du Tigre. Il va nous montrer effectivement que c'est un hélicoptère assez incroyable. On en reparlera tout à l'heure un peu plus en détail sur ses capacités. Mon colonel, on met en avant souvent les pilotes, les navigateurs, quand on parle de régiment d'hélicoptères, mais aussi, évidemment, tous les autres métiers, parce qu'un hélicoptère, ça ne vaudrait pas sans beaucoup d'autres spécialités. Absolument Thierry, et à commencer par la maintenance, parce que il ne faudrait pas confondre la maintenance des hélicoptères avec celle des voitures. Par exemple, pour faire voler un hélicoptère, il faut 1 heure d'hélicoptère, il faut plusieurs heures de maintenance avec plusieurs hommes qui s'y attellent. Et donc c'est la première famille de métiers qui forment l'environnement de l'hélicoptère. Il faut y rajouter les contrôleurs aériens, les météorologues, mais aussi les pompiers, ou encore des soldats du peloton de reconnaissance et d'aide au déploiement. Enfin voilà, toute une famille de métiers qui permettent, in fine, de mettre en œuvre les hélicoptères. Alors justement, mon colonel, je vous propose à présent de voir un portrait croisé, un contrôleur aérien et un pompier. C'est ce que nous allons voir à présent avec l'une de nos équipes qui a pu passer une journée complète ici au camp Lahorie à Phalsbourg. Les autres métiers du premier RHC, c'est un reportage de Christophe Gaumont et Sébastien Roch. Mon travail en fait c'est de gérer tout ce qui est trafic militaire de la base ainsi que trafic civil dans les zones de responsabilité qui vont être tout autour de la base de Phalsbourg en Lorraine. À chaque décollage de machine et à chaque atterrissage, on est présent sur la base et pour pouvoir intervenir, on a un délai de 3 minutes. Damien et Xavier font partie du bon millier de personnes employées sur la base de Phalsbourg. Malgré son jeune âge, 27 ans, Damien a déjà une longue expérience de 6 années au sein du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Aujourd'hui, son poste de travail se trouve ici, dans la tour de contrôle. C'est le point névralgique de cette grande base de 360 hectares. Un hélicoptère va aller beaucoup moins vite qu'un avion. En fait, on aura plus le temps de réguler dans les phases d'atterrissage, de décollage. On aura plus de marge sur piste. Un avion, on va devoir attendre que la piste soit totalement dégagée pour le faire atterrir. Tandis qu'un hélicoptère, on va pouvoir permettre à un autre hélicoptère, un deuxième hélicoptère de se poser, alors que le premier n'a pas tout à fait dégagé la piste. On a le droit à plus de marge vu que les vitesses sont réduites. Au pied de la tour de contrôle, le centre de secours. Une quarantaine de pompiers présents sur le site pour intervenir rapidement en cas d'incident lors des décollages et des atterrissages des hélicoptères Tigre et Caïman. Des hommes qui ont suivi un cursus militaire avant d'enchaîner avec une spécialité pompier. En plus de son travail sur la base, Xavier effectue aussi régulièrement des missions sur les théâtres d'opérations extérieures. On s'est engagé pour voir du pays, donc voilà, et la spécialité pompier on bouge beaucoup. Voilà. On part tous les 2 ans, voire tous les ans et demi, en fonction des places qu'il y a sur les théâtres extérieurs. Contrôleurs aériens, pompiers, des exemples de métiers indispensables au bon fonctionnement du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Voilà, on a vu, mon colonel, effectivement, un contrôleur aérien, un pompier, je parle aussi évidemment des mécaniciens qu'on a vus dans le reportage au Mali. Tous sont indispensables car tous ces métiers s'imbriquent les uns les autres, c'est ça ? Absolument. On ne peut pas en soustraire un seul si on veut effectivement être capable de construire cette capacité opérationnelle que représentent les hélicoptères de combat. Vous avez besoin de personnel, j'ai cru savoir que la LAT recrute. Quels sont les métiers déficitaires que vous cherchez ? Alors en particulier en ce moment, nous cherchons des documentalistes. Alors ce sont des hommes et des femmes qui ont à cœur de mettre à jour les données, l'ensemble des données informatiques qui permettent de mettre en œuvre l'hélicoptère, de suivre son état de maintenance, son état de santé en quelque sorte,
Nous recrutons aussi des instructeurs simulateurs qui est vraiment une dimension importante aujourd'hui de l'entraînement. Et nous recrutons aussi toujours du mécanicien. Nous cherchons beaucoup de mécaniciens. Alors je crois, mon colonel, que ce sont 300 postes au total qui sont à pourvoir au sein de la LAT. Justement, on va retrouver Claire. Claire, je crois que vous vous trouvez justement au stand de recrutement de la LAT. Et vous allez pouvoir nous donner des précisions, j'imagine. En effet, Thierry, je suis exactement au stand de recrutement de la LAT. Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci parce que tout le monde est massé pour regarder les hélicoptères qui sont en vol. Mais on va quand même essayer d'en savoir plus avec le sergent Guillaume. Bonjour. Expliquez-nous, vous êtes venu parler de chacun de ces métiers qui recrutent dans l'armée. On peut par exemple évoquer celui de mécanicien. Oui, tout à fait, celui de mécanicien aéronautique, donc notamment tout ce qui est par exemple cellules et moteurs ou encore des instruments de bord. Et on peut voir ça avec le chef Mathieu ici présent qui montre à l'heure actuelle donc un rotor avec son ensemble moteur d'une Alouette. Et on peut donc avec l'ensemble moteur qui est en fonctionnement, et vous donnez aussi des informations aux gens qui viennent vous voir sur les formations. Vous, par exemple, vous êtes contrôleur aérien. Comment on devient contrôleur aérien? Contrôleur aérien, c'est simple, il faut simplement un bac. Et avec ce bac, on peut du coup postuler en tant que contrôleur aérien. Donc on suit quelques tests de culture aéronautique, de savoir donc, dans l'aéronautique qui nous permettent d'être sélectionnés. On passe ensuite quelques tests un peu comme les pilotes et une fois désigné, on entre dans le cursus de formation afin de pouvoir contrôler et de gérer le trafic aérien comme on a à l'heure actuelle qui est assez chargé. Et comme on a un manque de contrôleurs, donc on est rapidement dans le circuit. Merci beaucoup pour ces explications, sergent. Merci Claire, on vous retrouve dans quelques minutes. Vous l'avez peut-être remarqué, juste derrière moi a commencé une démonstration avec le Caïman qu'on appelle également le NH90. Nous a rejoint sur ce plateau le sous-lieutenant Thomas. Vous êtes pilote de Caïman. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous présenter cet hélicoptère qui est un hélicoptère, comment peut-on dire, de transport de troupes, mais pas seulement. Alors bonjour, effectivement comme vous l'avez dit, le Caïman est un hélicoptère nouvelle génération. De par sa conception. Et donc le but des missions du Caïman est donc de transporter du personnel, du fret. On est là aussi pour faire des évacuations sanitaires s'il y en a besoin. On fait vraiment un panel de missions qui est varié et c'est ce qui est plaisant dans ce métier. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un hélicoptère également, comme le Tigre d'ailleurs, de dernière génération. Ça veut dire quoi d'un point de vue technologique? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du Caïman par rapport à l'ancienne génération? L'ancienne génération, c'est le Puma. Et c'est exact. Donc par rapport à un Puma, le Caïman va être essentiellement composé de matériaux composites, d'un alliage entre carbone et Kevlar. Il va être aussi doté de commandes de vol électriques. C'est le premier hélico au monde à avoir totalement ses commandes de vol électriques. Donc, pour vraiment schématiser la chose, entre le manche et le rotor, concrètement vous avez un signal électrique qui va parcourir des câbles, arriver à un ordinateur et suivant l'interprétation des signaux électriques, les commandes de vol vont pouvoir bouger. Ce qui va le rendre extrêmement précis et maniable. Les capacités d'un appareil comme celui-ci? Donc pour le transport de troupes, on va pouvoir mettre jusqu'à 20 personnes à l'arrière. Maintenant, après, on peut faire un mixte entre le carburant dont on va avoir besoin et la charge marchande, je dirais, à emmener. C'est-à-dire que l'appareil à vide fait, pour donner des chiffres, 7 tonnes. On peut monter jusqu'à 11 tonnes en masse maximum. Et du coup, avec ces 4 tonnes, soit on va mettre du carburant, soit on va mettre du personnel. Oui, on le voit en action, on le voyait il y a un instant en action, ce Caïman. Ça a l'air assez simple finalement à piloter, mais ce n'est pas le cas évidemment, parce qu'il paraît très malléable. C'est justement l'intérêt d'avoir les commandes de vol électriques. On ne se rend pas compte de son poids. La première fois que je suis monté dedans, quand j'ai fait le tour, je me suis dit ça va être lourd, pâteau, etc. Et au final,
pour moi c'est quasiment une Formule 1 quoi. Très rapidement, vous êtes pilote évidemment de Caïman. Quel est le cursus? On a très peu de temps, mais expliquez-nous comment on devient, vous êtes jeune, hein, comment on devient pilote de Caïman ici à l'armée? Donc mon cursus à moi, c'est je suis officier sous contrat pilote, donc j'ai passé mon bac et avec ce bac-là, en fait, vous avez accès à une sélection. Si vous réussissez, vous pouvez donc continuer. Et si bien sûr vous êtes apte médical, vous donc poursuivez sur Dax, là où on apprend à devenir pilote d'hélico, environ 18 mois. Et puis après vous partez au LUC pour fignoler, on va dire, le cursus de pilote avec tout ce qui est partie plutôt militaire, donc tactique, etc. Alors on va voir ces hélicoptères encore en action, puisqu'on vous l'a dit, on vous fait vraiment découvrir en direct deux démonstrations. Et là nous allons passer au deuxième tableau que nous souhaitions vous présenter, et qui est un tableau donc pour le que l'on appelle OPINT, opération donc intérieure, et plus précisément c'est ce que vous appelez, mon colonel, une opération Héphaïstos. Vous pouvez nous donner un peu plus de précision? Alors l'opération Héphaïstos, c'est l'opération de lutte contre les feux, où nous agissons dans un cadre interministériel en appui et en coordination étroite avec la sécurité civile, mais aussi l'Office national des forêts, les services de la préfecture, de la gendarmerie, de la police, pour effectivement apporter une contribution précieuse à la lutte contre les incendies pendant la période estivale dans le sud de la France. Alors là, on est en train de voir donc la pose, j'imagine, d'un bac souple. C'est de l'eau, un bac qui contient 1500 litres, c'est ça? C'est ça. Et donc l'opération, c'est pouvoir évidemment ravitailler les soldats en eau. Expliquez-nous ce qui va se passer juste ensuite dans ce tableau. Eh bien, vous voyez donc le premier hélicoptère qui va mettre à terre effectivement ce bac souple qui est un réservoir, ni plus ni moins, de 1500 litres. Et puis le deuxième hélicoptère, le Caïman derrière, va pouvoir mettre à terre les pompiers de la sécurité civile qui vont équiper ce bac souple avec un groupe motopompe, des tuyaux, et tout ça pour pouvoir eux aussi, avec des lances incendie, eh bien, lutter contre le feu. D'accord. Alors, a priori, donc Charlie Boudet est à l'image dans cet hélicoptère. Donc, il participe encore une fois à cette opération. Je vous rappelle que nous avons donc un deuxième journaliste qui est à bord du Tigre, Jean-Pierre Petit-Colas. Et là, donc, nous assistons donc à l'hélitreuillage. Vous le voyez donc en direct. Ça se passe donc ici, je le rappelle, donc en direct à Falsbourg, au-dessus du camp Lahorie. Et Charlie, je ne sais pas si vous m'entendez, Charlie. Si je vous reçois, voilà, je suis dans la peau d'un pompier qu'on doit déposer au milieu d'une zone de feu, un pompier qui n'est pas forcément habitué à être hélitreuillé. Donc j'ai juste une brassière autour de moi, regardez, ça s'est passé en quelques secondes. Et voilà, le militaire me détache, je retire la brassière, et voilà. Je suis opérationnel, je suis comme un homme du feu, je peux aller travailler, voilà, avec l'appui des militaires et de ce plan Héphaïstos. Donc mon colonel, ça permet de déposer finalement des personnels, des pompiers, du matériel dans des zones inaccessibles finalement par d'autres moyens. Exactement. Les hauteurs, alors on voit évidemment à l'image toute cette opération, je vous la laisse découvrir parce qu'on est vraiment en direct. Ce sont donc des opérations conjointes évidemment que vous menez avec les pompiers. Vous êtes régulièrement donc sollicité pour ces opérations Héphaïstos, donc de lutte contre le feu, notamment dans le sud de la France, j'imagine. Exactement. Tous les ans, nous apportons notre contribution pendant la période estivale. Nous sommes alors déployés dans le sud de la France, du côté du Luc en Provence ou de Brignoles, et en coordination étroite avec l'unité d'intervention de la sécurité civile numéro 7, nous menons ces opérations. Sous-lieutenant Thomas, donc vous pilotez, je rappelle, le Caïman. Vous pouvez nous expliquer, parce qu'on le voit, il faut être extrêmement précis quand on fait ce genre d'opération. Il y a du stress, comment on se prépare? Il y a beaucoup de préparation, beaucoup d'exercices, j'imagine, avant de pouvoir réussir à remplir ce genre de mission. Du stress, oui, parce que mine de rien, on a la vie de personnel au bout du câble. Ça, c'est induit un stress, mais que positif, parce qu'on se surpasse pour faire les choses bien.
Et donc sur nos hélicos, en soute, on a donc un 4e homme qui est là et un truiste qui sont là donc pour vérifier que tout se passe bien en soute et qui nous guident aussi à travers parce que nous devant on ne voit pas grand chose. Donc c'est un travail d'équipe voilà. Et de coordination. Alors je crois que notre journaliste Charlie doit pouvoir nous entendre. Charlie, expliquez-nous un petit peu ce que vous vivez. Vous êtes au sol. Voilà, je viens de me poser à l'instant. Là, c'est l'exemple d'ailleurs de la coopération entre les militaires et les hommes de la sécurité civile. Donc les militaires viennent de les déposer. Ils ont pu installer du matériel. On pourrait être au Portugal, par exemple. On s'en souvient de ces importants incendies il y a quelques jours. Et là, ils sont en train de déployer le matériel, comme si on était au milieu d'une zone d'incendie. On vient donc de voir le travail des militaires et des pompiers de la sécurité civile. Et dans quelques instants, je vais être dans la position d'une victime, une victime que l'on doit extraire du zone du feu à un endroit où aucun véhicule ou aucun aéronef ne peut arriver. On va le découvrir ensemble. Vous allez pouvoir vous reposer, Charlie, enfin presque, puisque vous allez être dans une nacelle. Alors ce que vous appelez, mon colonel, c'est la nacelle escape. C'est pour effectivement évacuer très très rapidement dans des zones inaccessibles des victimes, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, sans avoir besoin de qualification particulière. C'est un moyen très pratique pour évacuer très rapidement effectivement un groupe. Alors, je me retourne vers le sous-lieutenant Thomas. Alors, quand on voit effectivement ces hélicoptères, c'est assez impressionnant. Vous parliez tout à l'heure de coopération entre les hommes, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, c'est un dialogue permanent en fait. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, ce genre d'opération. Oui, du coup, pour ce genre de manœuvre-là, donc pour du treuillage, on a vraiment besoin du personnel qui est en soute, qui est là justement pour nous guider, pour savoir si, ne serait-ce les personnes qui sont pendues sous le câble vont bien, qu'on les dépose bien au bon endroit ou qu'on vient les chercher au bon endroit. Donc il y a un dialogue qui s'instaure entre devant et derrière qui est primordial. Et on doit vraiment faire confiance. Nous, en étant devant, on doit faire confiance aux personnes qui nous guident derrière, mais eux nous font confiance aussi. Alors simplement, mon colonel, c'est vrai que vous participez donc à des opérations intérieures sur le territoire national. Peut-être un mot sur l'opération Sentinelle, une autre opération, mais là, c'est toute l'armée qui est mobilisée effectivement dans cette lutte contre le terrorisme. Et vous participez, vous, ici, au premier RHC. Absolument, nous participons aussi au même titre que tous les régiments de l'armée de terre. C'est un effort collectif, un effort important et nous y apportons notre contribution. Par exemple, le premier RHC partira sur Sentinelle très prochainement, dans quelques semaines, en région parisienne pour plusieurs mois. Alors là, on voit donc la fin de cette opération où la poche d'eau est évacuée, la victime a été remise à bord de l'hélicoptère. Que va-t-il se passer là? Est-ce qu'on peut dire simplement, mon colonel, la fin de cette opération? Bien, une fois que tout ce qui doit être récupéré a été extrait en sécurité, les hélicoptères s'affranchissent des obstacles et rejoignent leur base. Voilà, en tout cas, encore merci à vous de nous faire vraiment vivre et partager ce genre d'exercice qui est des exercices qui sont évidemment pour vous assez quotidiens avec de l'entraînement. Là, je m'adresse aux pilotes de Caïman. L'entraînement, vous le faites également, alors évidemment en réel, mais aussi sur simulateur. Ça vous arrive de préparer aujourd'hui avec les nouvelles technologies? On imagine que ça a beaucoup évolué et que ces simulateurs vous permettent peut-être de préparer des missions, de vous entraîner. Donc nous, on a la chance d'avoir un simulateur dédié au Caïman. On en fait minimum 80 heures par an. Donc on se prépare justement au déploiement. On peut faire des pannes qu'on ne peut pas faire en vrai. Donc c'est très instructif. Vraiment, il y a des scénarios qui sont créés et qui sont très fidèles à ce que l'on peut trouver en opération extérieure ou dans les missions courantes. C'est vraiment un plus d'avoir le simulateur copie conforme au vrai. Alors justement, on va en retrouver Claire qui est allée pour nous au simulateur. Claire, vous êtes tout simplement au centre de simulation, c'est ça?
Alors Thierry, nous avons presque quitté Phalsbourg pour survoler le sud de la France. En tout cas, c'est ce qui est projeté sur cet écran à 280 degrés et qui sert de décor pour la simulation. Nous sommes dans l'un des simulateurs du régiment, simulateur technique. Les pilotes sont à l'intérieur d'un vrai cockpit de Caïman. On va leur demander où est-ce que vous vous trouvez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement au large de Saint-Tropez, au niveau de l'île du Levant. En pleine mission, on va vous laisser continuer et vous rejoindre pour faire plus amplement connaissance. J'en profite pour vous expliquer que les pilotes qui sont en train de s'entraîner sont des pilotes confirmés. Ils ont d'abord eu 1 an et demi de formation à Dax pour obtenir un brevet public avant de faire 18 mois ensuite au Luc en Provence pour se spécialiser sur les machines et se former à l'aérocombat, devenir des pilotes militaires. Alors ce centre de formation se compose du cockpit et puis ici c'est comme si on était à l'arrière de l'engin en fait. Oui c'est ça, on se situe physiquement, on se situerait dans la soute. Là ce que vous voyez c'est la console qui sert à l'instructrice à animer la séance au niveau tactique. Là elle est dans le rôle du treuïs, donc du soutier, qui va devoir aller récupérer les otages. On entend bien le bruit de la porte qui est ouverte là dans la cabine. Et donc là, elle est en train de guider l'équipage pour pouvoir aller récupérer les otages de la mission. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Donc là, ils vont gérer la vie de l'hélicoptère, donc amener l'hélicoptère dans les conditions pour récupérer le treuil. Le chef de bord là est aux aguets parce qu'on sait qu'il y a peut-être potentiellement de l'ennemi dans la zone. Et donc là, il surveille que tout se passe bien pour la récupération. Ok, on va essayer de les écouter un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font? Racontez-nous. Donc là, la treuille, ça vient de voir un ennemi qui lui tirait dessus. Donc elle a demandé une remise de gaz et un break. On voit très bien, ils sont partis là, d'une manière un petit peu rapide, voilà, précipitée. Ils se mettent en sécurité et ils vont demander, on a des hélicoptères Tigre qui tournent autour, voilà, ils vont demander certainement un appui aérien aux hélicoptères pour libérer la zone avant de se représenter. Ces séances de simulation, elles reproduisent presque à l'identique les conditions réelles? Oui, au maximum, à la différence que la cabine ne bouge pas ici, mais la taille de l'écran et la réalité du cockpit fait que ça les gêne pas et ils ont vraiment les conditions, ils se sentent en conditions réelles. Vous essayez de leurrer leur cerveau, vous m'avez dit? Oui, c'est ça, oui. On essaye de leurrer leur cerveau au maximum pour qu'ils oublient qu'ils sont dans une séance de simulation. D'ailleurs, on a pu sentir un peu le stress là, de l'équipage qui est monté suite au tir. On se rend compte aussi du dialogue qui est un peu plus présent. Là ils sont en train de conduire la mission. Ce sont des séances réelles, très impressionnantes. On ne peut pas les déranger, hein. C'est vraiment des séances de travail pour eux. Tout cet après-midi, les familles des pilotes vont pouvoir assister au simulateur ce samedi, mais aussi dimanche. Ce sera au tour du grand public, Thierry. Merci Claire, effectivement c'est assez bluffant mon colonel, on le voit, donc c'est pour former, préparer vos pilotes. On imagine aussi que c'est assez pratique et économique par rapport à des heures de vol réelles. Oui, tout à fait, c'est pratique parce que vous avez la garantie de pouvoir effectuer la séance indépendamment de la météo. Et puis c'est effectivement économique puisque pour une séance, il faut compter à peu près 1/10 du coût d'une heure de vol réel. Alors Claire le précisait, bien sûr, ces installations, ces simulateurs, vous pourrez les découvrir demain puisque vous faites des portes ouvertes au public. Alors vous le faites évidemment assez régulièrement, mon colonel. Et quel est l'intérêt pour vous? C'est important de pouvoir rencontrer les concitoyens, le public. Est-ce que c'est un moment important dans la vie d'un militaire? C'est très important à deux titres et à deux niveaux, je dirais. Tout d'abord, pour nos proches, les familles, les amis, les gens qui tiennent à nous, c'est important de pouvoir leur montrer qui nous sommes, de pouvoir nous rassembler autour de notre mission. La dimension familiale et soutien affectif est une dimension essentielle de la force du combattant. Mais aussi d'ouvrir nos portes à la population, à notre environnement, à notre terreau local dont nous dépendons. Nous faisons partie de la vie économique de la Lorraine et de l'Alsace. Nous dépendons de leur jeunesse d'une certaine manière et nous sommes très heureux de pouvoir nous rapprocher d'eux
en leur ouvrant nos portes et notre cœur l'espace d'un temps. Alors on va retrouver Claire Perrault. Alors Claire, diverses animations seront proposées. Alors dites-moi où vous vous trouvez. Alors écoutez, je ne suis pas du côté des animations, mais aux côtés de Jean-Philippe et Audrey, au pied d'une tour de contrôle mobile parce que Jean-Philippe est contrôleur aérien. Moi Audrey, j'avais envie de vous demander comment ça se passe cette journée côté famille. Comment vous vivez ça ? Bah écoutez, c'est super sympa. Moi je suis contente de voir son cadre de travail. Ça concrétise un petit peu ce qu'il fait tous les jours. C'est rare ? Ouais, c'est très rare. C'est une fois par an, hein, je crois. Et on a de très rares occasions, nous les proches, de venir sur la base. Donc c'est super intéressant avec les démonstrations qui sont faites. Et pour vous, c'est une fierté, Jean-Philippe ? Oui, tout à fait. C'est une fierté de pouvoir accueillir nos familles ici. Ça permet de montrer ce qu'on est capable de faire et d'ouvrir nos portes pour leur montrer ce qu'on fait. Et c'est super sympa. Et après les familles, ce sera le grand public, mais ça c'est demain. Ça sera demain effectivement et on pourra évidemment, comme d'autres animations, découvrir cette tour mobile. Je vais m'adresser maintenant au pilote de Tigre qui est revenu parmi nous parce qu'on va découvrir une dernière démonstration en vol du Tigre. Pour nous expliquer un petit peu, on en parlait du Caïman, mais on n'a pas parlé des capacités opérationnelles du Tigre. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu en chiffres et en performance ce que représente le Tigre aujourd'hui dans la latte? Alors rapidement, en tant qu'hélicoptère de nouvelle génération, le Tigre a, on va dire, selon la mission, entre 2h30 et 3h30 d'autonomie pour une distance franchissable au maximum d'à peu près 700 km et un emport très conséquent d'armement et surtout une polyvalence dans la réponse et aux missions qui lui sont allouées, qui je pense est un grand atout pour nos chefs. Un appareil qui est opérationnel depuis 2005, hein, c'est ça ? C'est ça. Pour la première version du Tigre, le HAP, alors il est arrivé dans les forces dans ces eaux-là, avec un premier engagement en 2009 en Afghanistan. Pour ce qui concerne le Falsbourg et la base, on l'a depuis décembre 2013. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Je vous renvoie bien sûr sur notre site internet où vous aurez des bonus complémentaires pour en savoir encore un peu plus sur ce premier régiment d'hélicoptères de combat. Merci mon colonel de nous avoir accueillis ici sur votre base. Merci à l'ensemble des personnels du premier RHC de nous avoir permis de faire cette émission. Merci également à l'ECPAD et aux équipes de France 3 Grand Est bien sûr pour ces images en direct, en immersion. Enfin, merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas demain bien sûr ici au camp Laourie de Falsbourg les portes ouvertes du premier RHC. La date qui sera présente aussi au défilé du 14 juillet. Bel après-midi à vous et bien sûr à très bientôt sur France 3.